Puis pour la dernière partie du chapitre 5.1, conquête péromène et romanisation du 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. Ce chapitre, on va l'étudier au travers de notre ville, Strasbourg. En effet, on va voir à quoi ressemblait Strasbourg à l'époque romaine, quelle était sa fonction et comment est-ce qu'elle a évolué. C'est parti. Donc, Strasbourg, 5 secondes, je suis encore en mode comme quand on se voit sur le CNED. Je vais juste corriger cela. C'est pas ça. Alors. Voilà, j'y arrive. Maintenant, donc, Strasbourg, ville romaine en Gaule. En effet, on va se demander donc maintenant, est-ce que le site de Strasbourg était-il déjà connu à l'époque romaine? Pourquoi? Et bien entendu, comment également? Donc voilà déjà un petit dessin de ce à quoi devait ressembler Strasbourg à l'époque romaine. En effet, Strasbourg à l'époque romaine n'était pas réellement une ville. C'était ce qu'on appelle un camp romain qui se surnommait Argentoratum. Dans Argentoratum, vous reconnaissez un petit peu le mot argent. En fait, ça voulait donc dire que c'était un passage obligatoire par le commerce. Et en fin de compte, c'est ce qui va faire une grande partie de la renommée de Strasbourg à l'époque médiévale, puisqu'en effet, elle va s'enrichir grâce à son statut de passage, donc de frontière, où les commerçants vont s'arrêter justement, vont payer une taxe, vont vendre une partie de leurs marchandises avant de rentrer dans le reste du royaume. Alors, tout d'abord, ça serait bien que vous alliez déjà regarder cette petite vidéo. Je vous ai mis le lien ici Alors dans votre fichier, il est plus valide le lien, donc il faut prendre celui-là. Donc je vous l'ai mis également sur Pronote. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Cette petite vidéo va donc vous expliquer comment est-ce qu'on a redécouvert Strasbourg au travers de fouilles faites au pied de la cathédrale de Strasbourg. Qu'est-ce qu'on a découvert, qu'est-ce qu'on a appris, etc. Voilà, bon visionnage. Une fois que vous avez vu ça, maintenant on prend la suite. Donc justement, on va voir si vous avez compris la vidéo. Comment s'appelait Strasbourg au temps des Romains? Quelle était sa fonction? Entoure sur la carte ces deux éléments. Alors, je pense que là c'est clair pour tout le monde, hein. En effet, Strasbourg au temps des Romains, on l'a déjà dit, s'appelait donc Argentoratum. On voit ici, donc ce n'était pas une cité, mais un camp romain. Là, un exemple justement des travaux qui ont permis de redécouvrir les fondations de ce camp romain. Travaux en fin de compte qui ont été faits au moment où on a installé le tram. D'accord? Partout où le tram est passé, on a fait en prévention des travaux archéologiques, donc de ce qu'on appelle des fouilles préventives pour vérifier qu'il n'y avait pas encore d'éléments qui pouvaient nous renseigner sur l'histoire de notre belle ville. Donc voilà, donc Strasbourg s'appelait Argentoratum et était donc un camp de légionnaires romains. Voilà encore une reconstitution. Vous voyez, donc le camp de légionnaires romains devait clairement se trouver au centre-ville, d'accord, autour de notre cathédrale. Et ce n'est pas anodin, c'est d'ailleurs pour ça que la cathédrale s'est construite ici. C'est vraiment le cœur de la ville depuis toujours. Je vous ai également mis ici une carte des extensions de la ville de Strasbourg. Vous voyez le petit carré rouge ici, donc la ville romaine, le camp romain que je viens de vous présenter, et comment s'est étendue, comment s'est agrandie la ville au travers des siècles. Donc vous regardez l'extension du 8e siècle, ici, l'extension du 13e siècle, donc c'est ce qu'on va appeler aussi l'île de la Cité. Ensuite, la 3e extension où on déborde de cette frontière naturelle. Donc nous avons la 3e extension vers la porte de l'hôpital, la 4e extension vers la porte de Cronenbourg et la porte de Pierre. Donc ça va être les premiers, en fin de compte, grands remparts, enfin, premier et 2e remparts qui vont protéger la ville. Puis après va arriver la 5e extension au 14e, 15e siècle. On va donc du coup remettre des remparts. La 6e extension, ou plutôt l'ajout de la citadelle Vauban pour protéger justement tous ces remparts, donc au XVIIe siècle, puis la 6e extension également, 1880-1904, la plus large. Et donc encore une fois, on va encore éloigner, agrandir cette cité, éloigner les remparts pour protéger tous ses habitants. Voilà. Donc, où situe-t-on le camp romain dans notre ville? Comment le sait-on? Comment a évolué notre ville jusqu'à nos jours?
Donc bien entendu, vous voyez ici le camp romain, qui correspond à ça comme je vous l'ai dit juste avant. Et voilà donc l'extension. Comment est-ce qu'elle s'est passée? Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? On situe bien le camp romain au cœur de notre ville, le centre-ville actuel. On le sait grâce aux fouilles archéologiques qui nous ont amené beaucoup justement de découvertes, de traces archéologiques. Vous voyez ici en fond d'écran, en dessous de la question 2, justement, je vous montrerai après une meilleure image, la pierre tombale justement d'un légionnaire romain qui a été trouvée justement au centre-ville. Vous pouvez la voir au musée archéologique, quand bien entendu on sera déconfiné. Donc notre ville n'a pas cessé de s'agrandir depuis. Voilà la stèle du légionnaire romain. On a aussi découvert donc d'autres choses comme des monnaies romaines. Vous voyez ici une pièce de monnaie qui date de Néron. Vous arrivez à lire sur la gauche Nero ici. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Déjà à l'époque romaine, notre ville de Strasbourg, qui signifie donc Strasbourg, ça veut dire la ville à la croisée des chemins, était très connue. Cependant, ce n'était pas encore une ville, mais un camp romain du nom d'Argentoratum, donc la colline de l'argent. En effet, Strasbourg étant à la croisée de fleuves et de routes, elle est un emplacement stratégique qui attire les hommes et le commerce. Très vite, ses habitants ont eu le statut de citoyens, alors que ce dernier était réservé aux Italiens. Les habitants des provinces conquises étant des pérégrins, des esclaves ou des affranchis. Mais progressivement, la citoyenneté s'étend dans tout l'Empire et en 212, l'empereur Caracalla la donne à tous les hommes libres. Caracalla, ce mot-là vous parle déjà, je vous en ai déjà parlé, le nom de l'empereur a été donné justement à la ville de Caracalla qu'il y a en Allemagne. Et ça se faisait très régulièrement comme cela, de donner le nom d'un empereur à la ville en montrant cela montre en fin de compte tout le respect qu'on avait à l'empereur. Ainsi, au travers du temps, cette cité n'a cessé de grandir, de prendre de la puissance et d'accueillir de plus en plus de monde pour devenir notre ville actuelle. Conclusion dans votre livre, donc vous avez bien compris que l'Empire romain avait plusieurs facettes. Tout d'abord, il est bien contrôlé, dirigé par un empereur romain qui dispose de presque tous les pouvoirs politiques, religieux et militaires. Il est présenté comme étant l'élu des dieux, il est honoré de son vivant, divinisé après sa mort, grâce au culte impérial. Le Sénat et les citoyens romains peuvent être associés à la vie politique également. Donc vous voyez, la trace de la démocratie est encore quand même présente, un petit peu. L'Empire romain, c'est donc un empire très vaste, très peuplé. On parle de paix romaine au IIe siècle, c'est-à-dire qu'un empire est en paix et en sécurité grâce aux nombreuses routes protégées, aux limès et aux soldats romains qui protègent tout cela. Soldats qui sont composés en fin de compte des différentes civilisations, populations qui sont venues vivre dans l'Empire romain ou qui ont été intégrées à l'Empire romain. C'est donc un choix, plus ou moins obligé. Et Rome, la capitale, ce qu'on appelle l'URBS, est la plus grande ville du monde. La romanisation, dans l'Empire des populations très diverses mais unies. L'adoption du mode de vie à la romaine, aménagement des villes sur le modèle de Rome, exemple les monuments, et le culte impérial qu'on a revu déjà avant. La citoyenneté romaine pour tous ses habitants des provinces de l'Empire est accordée par l'empereur Caracalla en 212. Attention, vous voyez bien, cette citoyenneté romaine va être faite par étapes. Tout le monde ne sera pas romain. Et il faudra aussi le prouver au départ. Qu'est-ce que ça signifie être romain en fin de compte? Pourquoi est-ce que Rome veut des Romains partout et pas juste un ensemble de civilisations? Tout simplement, quand on est romain, c'est-à-dire qu'on a quelque chose à défendre. On se sent appartenir à Rome, donc on va vouloir défendre Rome. Deuxième chose, on va vouloir et on va devoir également. Rome, ainsi, se crée une armée gigantesque de personnes qu'elle va également former. Troisième chose, quand on est romain, on paye des impôts, tout simplement. Des impôts supplémentaires que si on n'est pas romain. Donc vous voyez, ce n'est pas anodin. Rome veut plein de Romains pour différentes explications. La paix, l'argent. Voilà. Encore une fois, c'est ce qui dirige notre monde. Maintenant, vous devez donc être capable de définir et d'utiliser dans une phrase les mots citoyenneté, empereur, paix romaine, de savoir situer sur une frise le règne d'Auguste, la paix romaine, l'édit de Caracalla, et les limites de l'Empire romain. Vous devez savoir expliquer quels sont les pouvoirs de l'empereur, pourquoi Rome est le cœur de l'Empire, et ce qu'est la romanisation, bien entendu. Voilà un autre schéma chorématique qui vous explique différemment tout ce que vous devez connaître maintenant. Donc à vous de créer le vôtre, vous pouvez m'envoyer vos fiches de révision comme toujours. Voilà. Si vous avez encore un petit peu de temps, n'hésitez pas à aller voir le C'est pas sorcier sur les gallo-romains. Je vous mettrai le lien comme toujours pour compléter tout ce cours. Voilà.
Allez, pour aujourd'hui ça suffira. Demain on commencera donc un nouveau chapitre. Je vous mettrai le fichier comme toujours sur Pronote. Du coup, au prochain cours, on commencera le chapitre sur habiter des espaces de faible densité. Donc voilà. Allez, je vous laisse là aujourd'hui. Bon travail à tout le monde, portez-vous bien et à très bientôt.